Le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque vendredi, on va les retrouver, nos experts. Évidemment, tous les vendredis, on va parler aujourd'hui de la réforme de l'assurance chômage, acte 2. Le texte est arrivé en Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce que ça va changer? On parlera du Conseil national de refondation, non pas de la résistance. Ça démarre. Alors avec, évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même quelques personnes qui ne souhaitent pas pousser la porte de ce Conseil national. Mais parmi les objectifs, il y a un pilier plein emploi. Et puis on parlera d'Indeed, qui est un job board très connu, qui a décidé de manière très unilatérale de ne plus publier d'annonces sans le salaire, de manière à ce que les choses soient plus claires. Mes invités sont là, mes experts sont là. Christine Duroux, ravie de vous accueillir, senior partner chez KEA Partners et vice-présidente d'entreprise et progrès. Et vous avez reçu récemment, il y a quelques jours, Michel Barnier. Absolument, mardi dernier, lors d'un débat. Lors d'un grand débat qui parlait de l'entreprise. Alors de l'entreprise face aux nouveaux défis démocratiques. Je pourrais vous en reparler. C'est un travail qu'on avait lancé en janvier et qui est devenu extrêmement d'actualité, évidemment, depuis février. C'est vrai. Mais qui a évidemment des conséquences sur l'emploi en général, puisque on a des blocs maintenant. Hein. Et ça intéresse Jean-Claude Beaujour, qui est notre expert, avocat international en droit des affaires. On parlera avec vous, évidemment, de tous les sujets du jour. Et Jean-Michel Garrigue est avec nous, que je salue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Commençons par l'assurance chômage, mais très vite, je sais que vous allez basculer sur le Conseil national de refondation. Assurance chômage, acte 2. Le texte est arrivé sur le bureau au Conseil des ministres, donc un texte va exister. Il sera en débat dans quelques semaines. Vous le soutenez, ce texte, dans sa philosophie, qui est un petit peu quand tout va bien, on vise, puis quand tout va mal, on lâche les vannes. C'est compliqué, je m'autorise à le dire, dans un contexte où les entreprises commencent déjà à nous dire depuis une semaine, crise énergétique aidant, je vais devoir me séparer de collaborateurs parce que tout va mal. Dans quel état d'esprit vous êtes là? Parce que les choses bougent vite sur ce sujet. Jean-Michel Garrigue, à vous. En fait, moi j'ai tout à fait l'impression que le véritable objectif est d'essayer de faire en sorte de remettre dans l'emploi des gens qui ne veulent plus y être. Je n'ai pas dit des gens qui ne peuvent plus y être, mais qui ne veulent plus y être. On le sait tous, quand on cumule l'assurance chômage, les aides, etc., on peut avoir un revenu qui est bien supérieur à celui du SMIC, par exemple, que l'on perçoit en travaillant. On peut en plus avoir des activités à côté qui ne sont non déclarées, pas rémunérées d'une manière officielle. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on connaît cette réalité qui n'est pas niable, et de l'autre côté, de nombreux secteurs d'activité se plaignent d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, où il n'y a même pas de candidats, où on a même aujourd'hui des comportements qui étaient inimaginables encore il y a quelque temps, où les gens ne se présentent pas le jour où ils doivent embaucher, où les gens ne viennent pas à des rendez-vous, enfin des tas de situations comme ça. Eh bien, en fait, l'idée, je pense, du gouvernement est de dire essayons de faire en sorte, je dirais, d'inciter, pas d'obliger, mais d'inciter ces gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils gagnent finalement plus d'argent à ne pas le faire, de les remettre dans l'optique du travail. La valeur travail au centre. Oui, d'autant qu'en plus, ce sont souvent des métiers peu qualifiés pour lesquels on a des besoins. Quand je dis peu qualifiés, il y a des besoins qui ne demandent pas de formation approfondie. Pour des salaires parfois bas. Pour des salaires parfois bas, voilà. Et donc là, il peut effectivement y avoir une coexistence, si je puis dire, entre l'offre d'emploi nombreuse et non pourvue, et puis des chômeurs qui se retrouvaient à reprendre un emploi. Christine Duroux, on s'inspire, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est qu'il y ait une modulation des conditions d'indemnisation en fonction de la situation économique avec des chiffres INSEE. C'est le modèle canadien. Vous le soutenez parce que c'est un sujet intéressant. Emmanuel Macron pousse quand même sa logique. Il va jusqu'au bout de l'histoire. Là. Alors, il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps au Canada. Donc vous connaissez ce modèle. Donc je connais le modèle sans l'avoir vécu personnellement. Alors il y a deux choses. Le Canada, c'est très grand. Canada, il y a des provinces dans lesquelles les situations économiques sont extrêmement différentes. Donc en fait, les calculs sont faits à partir des situations des provinces déjà. Donc question sur ce modèle-là, est-ce qu'il va être modulé selon les régions l'endroit où on habite et selon les régions, ce qui est absolument fondamental. Deuxièmement, c'est quand même un énorme choc culturel. Moi, je n'ai pas vécu le chômage, mais j'ai vécu le système médical canadien, qui est un petit peu dans le même sens. C'est quand même incité à dépenser le moins possible pour l'État. Je peux vous assurer que quand vous allez chez le médecin, que vous n'avez pas accès à un spécialiste, qu'on vous explique d'abord la facture avant qu'on vous autorise pour savoir si c'est vraiment très très grave et qu'il faut aller vous faire soigner, vous avez un choc culturel. Système américain. Alors c'est à mi-chemin, comme toujours au Canada, ouais. C'est entre les deux. Donc je suis à la fois, je pense que l'objectif du plein emploi, l'objectif d'inciter, il est très bien. Je pense qu'il y a une question... Mais attention à notre modèle social, c'est ça que vous dites. Attention à la faisabilité dans le contexte français.
Jean-Claude Beaujour, parce que vous êtes un spécialiste des États-Unis. Vous connaissez bien le modèle, vous. Justement, moi je pense que, il faut effectivement aider ceux qui sont le plus en situation de vulnérabilité, ça on le comprend tout à fait. Deuxièmement, il faut aussi, moi je dis attention parce qu'il y a la barre des 53 ans. Effectivement, il faut arrêter de dire qu'on est senior à 50 ans alors même qu'on tend voire même 45. Vers l'allongement du temps passé au travail. Et je parle souvent en DRH en leur disant, nous au cabinet, on fait de l'investissement franco-américain. Les gens à 40 ans sont des forces vives. À 50 ans, on est des forces vives. À 55 ans, il y a des gens qui sont parfaitement aptes. Et faisons attention, si on veut réindustrialiser, refaire partir l'économie, à ne pas laisser partir des compétences à droite et à gauche. On le voit sur nos investissements franco-américains. Et sur le notre modèle social. Et c'est ça le sujet. Mais attendez, mais il faut avoir dit cela pour se dire quoi derrière. Il faut se dire, oui, aider les plus en situation de vulnérabilité, mais attention à ce qu'effectivement, quand on a 1 million d'emplois non pourvus, et effectivement, même si je comprends qu'il faut prendre sa voiture, que parfois c'est compliqué, il y a vraiment une vraie complication, il faut regarder ça à la loupe. Oui, il faut favoriser le retour à l'emploi. Et pour moi, le vrai sujet, bien sûr, il faut travailler sur l'assurance chômage, c'est comment est-ce qu'on favorise le retour à l'emploi et donc la transition de salariés qui n'ont pas forcément les compétences. Alors vous disiez, vous avez raison. Le débat de la formation et des compétences. Ceux qui veulent pas, mais moi, je ne vais même pas braquer en disant ceux qui ne travaillent pas, comment faire en sorte... Parce qu'il les cache, Jean-Michel Garrigue, aujourd'hui. Oui, je sais qu'il les cache. Les pieds dans le plat, tout de suite. Non, mais il a raison d'être cash, mais notre travail, c'est de se dire, OK, on va regarder les choses de manière globale, et me parle de système, c'est de faire en sorte un maximum que les gens soient incités à retourner à travailler, le retour à l'emploi, compétences, transition, assurer une transition juste. Juste un petit mot, même plusieurs, vous avez vu, parce que ça fait écho, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur cette réforme de l'assurance chômage, réduction des indemnités, peut-être notre modèle social va-t-il être ébréché, et au même moment, le Conseil national de la refondation, Focus Plein Emploi, c'est un des piliers qui sera traité à travers des ateliers, avec les partenaires sociaux, dont une grande majorité ne seront pas présents autour de la table. Le plein emploi, il est intimement lié à cette volonté de réforme, je le redis, au moment où des chefs d'entreprise indiquent des risques de chômage partiel liés à un surcoût de l'énergie. Ça va se compliquer quand même. Christine. Oui, c'est pour ça que ça ne peut pas être... Le salaire ou l'assurance chômage, ça tombe mal. C'est le bas de la pyramide de Maslow. Ça fait des années qu'on travaille et qu'on parle de, vous l'avez mentionné absolument, la question des seniors. Il y a un rapport de France Stratégie qui date de 2008 qui montre qu'au-delà de la question financière, il y a une question de discrimination, disons-le. Donc il y a tout un pan en France, on a à partir de 60, mettons 55-60, on travaille beaucoup moins. Et les jeunes, avec la question du sens, je vous montre l'impact. Quel impact, quelle utilité. Dans les deux cas, c'est l'utilité. L'utilité pour les jeunes, dans quel monde, pourquoi je travaille, dans quel monde, pour quel monde, et pour les plus seniors, est-ce que je suis encore utile ? Voilà. Est-ce qu'on veut encore 2 mois ? Est-ce qu'on veut encore 2 mois ? Parce que c'est la question que se pose quelqu'un qui a 50 ans. Mais la boîte veut encore 2 mois ? Jean-Michel Garrigue, notre modèle est le CNR. CNR, Conseil national de la résistance, et on avait tout remis à plat. La France s'était reconstruite, ça vous fait sourire, mais c'est un acronyme qui nous rappelle tout ça. Ça veut dire qu'on est plus âgé, ça veut dire qu'on a passé le bac il y a un bout de temps. Ça fait un petit bout de temps. Enfin, moi, je n'ai pas connu le CNR, Jean-Claude, je tiens à vous le préciser quand même. Concrètement, on fait quoi ? Dans un contexte économique où la CPME réclame depuis hier du chômage partiel pour des boulangers, pas que pour les industries, pour des artisans qui disent, moi, ma facture de boulanger, elle est passée de 5 000 à 15 000, il faut que je me sépare de mon salarié. Et à ce moment-là, on fait une réforme ? Alors, notre discussion, pour amicale qu'elle soit, je dirais, n'est que purement théorique, puisque je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une négociation qui a été engagée par le gouvernement, mais d'une concertation. L'État reprend tout, là. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on aurait pu espérer un léger glissement du mode opératoire avec le résultat des élections. On n'a plus qu'une majorité relative, donc on va quand même davantage prendre de temps pour discuter avec les parties prenantes, les acteurs économiques et sociaux, etc. On sait déjà maintenant que la concertation doit être terminée rapidement, dans un temps extrêmement court, puisque le gouvernement a décidé de légiférer à la fin de l'année, alors même
que sa capacité à faire passer des réformes aussi importantes n'est plus aussi certaine qu'avant. Donc on se concerte, mais on négocie. Enfin, on se concerte, mais on négocie plus. Hein, on est d'accord. J'ai beaucoup entendu dire après les élections législatives que ça allait modifier la façon dont le gouvernement, comment dirais-je, faisait fonctionner ses relations avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Non. Cette première réforme montre qu'en tout cas, il ne semble pas qu'il en soit ainsi, puisque le mode opératoire est exactement le même qu'avant, c'est-à-dire on va vite, on concerte, et après le gouvernement fait ce qu'il veut. C'est ça. Un petit mot sur ce CNR et ce focus plein emploi, parce que la ministre du Travail à l'époque, aujourd'hui Première ministre, nous avait évoqué sur ce plateau sa volonté d'aller au plein emploi, 5,5% de... On y va, on n'y va pas, Christine, Jean-Claude? Vous y croyez à ce défi parce que ça avait quand même perturbé François Hollande, vous vous rappelez le chômage. Je pense qu'il peut y avoir un souhait. Après, c'est quels moyens on se donne pour pouvoir aller à... On dit plein emploi pour augmenter, pour faire fonctionner le pays. Très concrètement, on a parlé de... Et on en reviendra sur d'autres sujets. Comment est-ce qu'on maintient nos cadres? Comment est-ce qu'on accélère la recherche, par exemple, recherche et développement? Il y a un certain nombre de sujets, de structures qui partent ailleurs. Comment est-ce qu'on fait monter nos licornes? Je pense que ça ne se décrète pas. Les emplois ne se décrètent pas. Enfin, nous, on travaille avec des entreprises. Les emplois, ce sont des projets. C'est des commandes. Des commandes. Ben oui. De notre territoire qui reste malgré tout attractif, mais est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Quels sont les financements? Est-ce que les banques jouent le jeu? Enfin, il y a tout un écosystème, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne. Christine Duroux, pour clore ce sujet, parce que je vois qu'on parle des fameux CV avec salaire, parce que c'est vrai que quand on regarde des annonces, on se dit c'est mirobolant, puis en fait on n'a pas le salaire. Quand même, on est un peu dans une déphase là, gérée intellectuelle, parce qu'à la fois il y a une dynamique de l'économie, parce que c'est vrai qu'il y a un léger ralentissement de l'économie, mais on n'est pas en récession. Et puis en même temps, on cherche des emplois, en même temps on réforme le chômage. Les Français sont un peu déboussolés. Et vous évoquiez d'ailleurs l'idée de déstabiliser notre modèle, donc de créer des tensions sociales, c'est ce que vous impliquiez peut-être. Oui, de toute façon, le modèle, il est déstabilisé. Il est déstabilisé. Les questions de transition climatique posent des questions existentielles. C'est même pas des questions économiques, c'est des questions existentielles qui touchent tout le monde, à commencer par les jeunes quand ils vont en emploi et qui se posent la question de est-ce que ce que je fais va détruire la planète ou pas. Donc ça, typiquement, on peut les inciter. Il y a la pyramide de Maslow. Si on revient sur le bas de la pyramide de Maslow sur je suis justement rémunéré, c'est fondamental, bien sûr. C'est bien de publier. Enfin, je peux pas être pour. La question aujourd'hui, me semble-t-il, du retour au plein emploi. Il y a évidemment une question, j'allais dire, mécanique, de disponibilité de l'emploi, de juste rémunération. Et de la compétence. Et puis, quand on voit le phénomène de la grande démission, il existe aussi. Il existe aussi en France. Le quiet quitting. Absolument. On vient au travail, mais on fait le strict minimum. On termine avec non pas ces CV, mais ces offres d'emploi, parce que ça vous concerne. Vous êtes au contact avec des DRH et des entreprises, ce sont vos clients. Indeed a dit stop. Il faut le salaire avec l'offre d'emploi. C'est une bonne nouvelle, ça, parce que ça renvoie aussi au débat de j'ai un super job, mais je ne savais pas combien c'était, il est vraiment pas cher payé. Alors oui, parce qu'on parle de transparence, si on va jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas que le salaire. Ce qui fait que vous attirez un salarié aujourd'hui, et on le voit bien dans tout ce qui est investissement transnational, mais y compris sur le plan national, quand on veut faire bouger les gens, jeunes ou pas, c'est les autres avantages, dans quel contexte, quelles seront mes conditions de travail, télétravail ou pas. Où est-ce que je vais aller travailler? Et je vais vous dire, on dit souvent que les Français ne sont pas mobiles. On a fait une étude franco-américaine, les Français ne sont pas moins mobiles que les Américains. Et ce n'est pas qu'une question de mobilité géographique. C'est je suis dans telle ville, est-ce qu'il y a une activité culturelle? Est-ce qu'il y a des moyens pour moi d'avoir encore des connexions avec autre chose que mes simples... Donc c'est pas que le petit chiffre du salaire. Le petit chiffre. Moi j'ai vu des jeunes pour un de nos clients. Un jeune m'a dit une fois, écoutez, je suis très bien payé dans une très 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 grande banque, mais je quitte parce que finalement le contexte ne me plaît pas. Et vous inquiétez pas, je vais trouver... J'aime pas le resto en bas. Je préfère... Non, mais c'était plus que ça. Ma vie sociale, je ne peux pas faire de sport le matin. Ma vie sociale n'est pas agréable. Je préfère gagner 15% moins mais pouvoir faire mon sport et me sentir bien. Une vie agréable. Ça, c'est intéressant parce que Indeed ouvre ce débat qu'on a sur le plateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail, c'est un tout. C'est pas uniquement aller au travail et avoir un salaire. Je pense que ça va être un peu une tarte à la crème, ça. Vous pensez ? D'abord parce que les entreprises qui, maintenant, la prudence est un terme un peu faible. Les entreprises vont, si elles s'y sentent contraintes,
vont publier des fourchettes de rémunération qui vont être forcément extrêmement larges. Par exemple, sur un emploi à, je dis n'importe quoi, 33 000 euros brut annuels, on va mettre de 25 à 45 000 de manière à ne pas devoir être considéré comme perdant d'une marge de manœuvre. C'est à ce point d'ailleurs que Indeed a décidé que lorsque l'entreprise continuerait à refuser de publier un salaire ou une fourchette de salaire, c'est eux qui le feraient. Et c'est eux qui calculeraient. C'est eux qui feraient en fonction, un algorithme, j'imagine. Voilà. Donc, franchement, je pense que ça n'aura pas véritablement d'incidence. Ça fera pchit, comme disait l'autre. Je suis d'accord l'autre. avec vous, maître. Aujourd'hui, c'est paradoxal de dire on insiste, il faut publier le salaire, alors que tout le monde sait que ce qui motive, notamment les jeunes générations, c'est tout ce qui environne le salaire. Qualité de vie au travail, les conditions. Vous vous rejoignez là-dessus, hein? Oui, tout à fait. C'est un package global, hein, salaire. C'est exactement ça. Christine Duroux, bonne initiative ou pas? Parce que quand même, cette question de la fourchette large, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer, mais ça donne quand même une indication à celui qui se dit, effectivement, ça rentre dans ma fourchette, ça correspond effectivement au salaire que j'avais précédemment. Ça donne une petite tendance quand même. Oui, je vais répondre par une expression un peu triviale, ça ne mange pas de pain de le faire. Mais effectivement, il y aura plein de marge de manœuvre et le sujet, il est probablement un peu aussi ailleurs. En tant qu'avocat, je dis attention parce que tout ce qui est droit mou, c'est-à-dire annonce comme ça, peut devenir contractuel. Donc ça pose un vrai problème. Ça pose aussi un problème donc, de contractuel, d'adhésion contractuelle à l'égard de gens qui postuleraient, mais aussi de gens qui sont en interne, etc. Donc ça peut poser des problèmes juridiques. Merci à vous trois de nous avoir éclairés pour cette première émission des experts, deuxième émission de la rentrée des experts. Merci à Christine Duroux, qui est venue avec des petits documents vers une entreprise. Alors celui-ci c'est le dernier. Alors on a vers une entreprise à impact, dont justement toute la question de l'impact, de pourquoi, comment on peut réconcilier avec l'emploi. Et cette publication qui vient de sortir chez Entreprises et Progrès, qui a donné au grand débat que vous mentionniez. Avec Michel Barnier, Pierre-André de Chalanda de Saint-Gobain, Sylvie Matli de l'Iris et Pierre Servant voilà. Oui, Pierre Servant, spécialiste des questions militaires notamment. La question étant justement, maintenant si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on fait, entreprise salariée, dans un monde qui devient mouvant, et pour reprendre les mots de Pierre Servant, violent, en crise et souvent en crise violente. Merci de nous avoir éclairés. On en fera peut-être d'ailleurs un débat, c'est un sujet évidemment important. Merci Jean-Claude Beaujour d'être venu nous rendre visite, avocat international en droit des affaires, spécialiste des États-Unis notamment. Merci à Christine Duroux, vice-présidente d'Entreprises et Progrès, et merci à Jean-Michel Garrigue, bien entendu, de nous avoir accompagnés, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. C'est un vrai plaisir. On termine avec les cadres, parce qu'on aurait pu en faire un thème du cercle, évidemment, le salaire des cadres, plutôt l'embellie, et on en parle avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC. Il sait de quoi il parle.